Tout de suite, le JT. Bienvenue dans cette édition de la mi-journée de ce dimanche 3 août 2025. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être de notre. S'impose au début de cette édition d'information sur la supervision du contrôleur général de la police, Mohamed Idriss. 31 présumés malfaiteurs ont été présentés à la presse nationale. Ils sont arrêtés pour divers délits, allant du vol à main armée au trafic de produits dangereux. Ces individus faisaient pourtant partie de plusieurs réseaux bien organisés opérant dans la cité capitale. Fulbert Oumana. Au total, 31 personnes soupçonnées d'actes criminels variés ont été appréhendées par les forces de sécurité intérieure. Parmi les pièces à conviction exposées, 14 motos volées, une vingtaine de cartons, des médicaments contrefaits, des sacs remplis de boissons frelatées, un véhicule servant à repérer les clients des banques, ainsi qu'un homme se faisant passer pour un militaire. Les modes opératoires découverts relèvent une criminalité de plus en plus inventive. Le premier réseau, composé des braqueurs nocturnes, ciblait des boutiques en pleine nuit. Grâce à un travail d'investigation fondé sur les renseignements et la filature, les suspects ont été interpellés. Le deuxième mode opératoire, aussi cynique qu'efficace, consistait à enrôler des mendiants pour voler téléphones et effets personnels dans les lieux publics avant de les écouler sur le marché parallèle. Un autre groupe usait d'une technique particulièrement rusée à bord des taxis-motos clandestins. Un complice appelait un autre clandomène pour lui tendre un piège au cours de leur trajectoire. Une fois maîtrisé, ce dernier se faisait déposséder de son engin. 14 motos ainsi volées ont pu être récupérées. Le cas d'un faux militaire interpellé dans cette opération retient également l'attention. Arborant un uniforme, l'escroc abusait de la confiance des citoyens pour soutirer des avantages. Enfin, un dernier groupe dont une femme fait trafic des alcools frelatés et médicaments a également été mis aux arrêts. C'est le contrôleur général de la police, Mohamed Idriss, qui a présenté ces malfaiteurs. Pour lui, ces individus seront traduits devant les juridictions compétentes pour être jugés conformément à la loi de la République. Aujourd'hui, la police a mis la main sur 31 des voleurs, trafiquants de drogue, usurpation des titres, et un groupe d'individus qui regroupe les mendiants et les enfants de rue pour voler dans la maison et dans les boutiques des gens. Le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, en présentation des délinquants des malfrats, il a dit qu'on a pu mettre la main sur 80% des délinquants des voleurs qu'ils mettent la petite des populations. Ça reste 20%. Ça, c'est la suite des 20%. Et on va arriver jusqu'à pour que les populations évacuent leur quotidien normalement, sans crainte, sans peur et sans violence. La police a fait l'effort pour mettre la main sur ces délinquants et ces voyous soient mis à la disposition de la justice pour qu'ils doivent être là où ils doivent être. À travers cette opération, les forces de sécurité intérieure sont engagées dans leur rôle régalien qui consiste à protéger la population et leurs biens. Grâce à la collaboration citoyenne, nous progressons. Restons vigilants et unis, a martelé le contrôleur général Mohamed Idriss. Un reportage signé Fulbert Oumana. La décentralisation traduit la conviction profonde selon laquelle le développement du pays ne peut plus se décréter seulement depuis la capitale N'Djamena. Elle doit désormais se construire à la base au profit de la nation tout entière. Et justement, le chef de l'État, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, lors du forum sur cette thématique, a invité les médias, la société civile et les citoyens engagés à jouer pleinement leur rôle de veille afin que chaque Tchadien puisse comprendre que la décentralisation est aussi son affaire, son droit et son devoir. Alphonsine Majilem.
En dépit de tout, il est à relever que la décentralisation vise à rapprocher l'État du citoyen, à renforcer les libertés locales, à donner corps à l'équité territoriale, à jouer un rôle d'accélérateur du processus socio-économique et à rendre les collectivités autonomes pleinement responsables de la gestion des affaires locales. Une gouvernance locale enracinée dans la réalité des populations, adaptée à leur diversité, dans le respect de l'unité nationale, de la cohésion sociale, des exigences de performance et de transparence selon les autorités tchadiennes. Les élus locaux ayant pris part à ces assises se réjouissent des informations acquises et promettent une nette appropriation et une mise en œuvre complète si les résolutions venaient à être effectives. Pour nous, les communes, c'est une satisfaction parce qu'il y a des points où ça a été omis, mais le président a soulevé. Donc je crois que la mise en œuvre et l'accompagnement sera aussi chose faite. Nous avons débattu sur des dossiers clés et ces dossiers, nous avons eu quand même des experts juridiques et administratifs. Ils nous ont départagé, surtout nous les délégués généraux et surtout les présidents des conseils provinciaux. Vous savez, les documents c'est autre chose et la réalité sur le terrain c'est un autre. La sénatrice Lizzie Beassimda plaide de son côté pour un véritable transfert des compétences ainsi que des ressources nécessaires pour ces collectivités. Pour une première étape, il va être transféré un certain nombre de compétences et nous souhaitons qu'il y ait par exemple les services sociaux de base et tout le secteur du développement économique, notamment le développement agro-silvopastoral par exemple, qui soit transféré aux collectivités. La deuxième dimension est financière parce qu'il faut des ressources. Pour chaque compétence, la ressource concernée doit être transférée. Cet engagement témoigne de la volonté du chef de l'État à rendre visibles les actions présidentielles et gouvernementales au plus bas niveau. Il implique des élus locaux formés, responsables et redevables devant leurs concitoyens. Nous aurons collectivement reçu ces paris les jours où nous récolterons les fruits de la décentralisation en matière de développement inclusif et harmonieux. Afin de rendre la décentralisation pleinement effective et crédible, le gouvernement doit s'employer sans relâche à réunir toutes les conditions juridiques, institutionnelles, financières et humaines nécessaires à la réussite de ces vastes chantiers nationaux. Cette forme de gouvernance fortement décentralisée permettra à chaque collectivité autonome de disposer des moyens, des compétences et de la liberté d'agir pour construire son propre avenir. Chapitre Société en N'Djamena, cité capitale, les camions Ben sèment la terreur toujours. Entre manœuvres imprudentes, absence de l'autorité et mépris des règles de circulation, ce cercueil roulant se transforme en véritable menace pour les usagers de la voie publique. Ce phénomène soulève des questions urgentes sur la sécurité routière, la gestion urbaine et la responsabilité des autorités surtout. Le reportage de Joséphine Koulibaly. Le camion Ben est un véhicule utilitaire lourd qui circule fréquemment dans les zones urbaines en développement, souvent tôt le matin ou en fin de journée. Ces camions, censés être les alliés du développement urbain, deviennent très souvent des instruments de tragédie. Dans les rues de N'Djamena et bien au-delà, leur passage laisse souvent des vies brisées, des familles endeuillées et une colère qui peine à trouver écho. Les chiffres officiels sont rares, mais les témoignages abondent. Ou vendredi là, ça je vois, c'est pas normal. Quand le monsieur s'est arrêté, il a ramassé le monsieur après, quand le monsieur a cassé le pied, et quand il a dit qu'il a vu que le monsieur a cassé le pied là, il est revenu dessus pour écraser le monsieur là carrément. L'heure de conduite là, peut-être la nuit, peut-être c'est bon, mais le jour comme ça, vers les parfois 13h, 12h, 8h, 7h, 8h, les gens circulent trop quoi.
Le sable, gravier ou autre qu'ils transportent, précisément le sable, souvent mal arrimé, s'ajoute au danger, car il s'échappe, glisse, transforme la chaussée en piège et parfois il circule en pleine allure. La sécurité routière, la gestion urbaine et la responsabilité des autorités restent un défi. Moi, c'est que j'aimerais un peu attirer peut-être l'attention des gouvernants concernant ces gros engins agro. Il faut qu'eux-mêmes, qu'ils se mettent. Parce que s'ils ne se mettent pas réellement dans ces régulations de la circulation, il y aura peut-être des morts encore concernant ça. Certes, des accidents impliquant les camions-bennes sont signalés, mais certains comportements inciviques et le non-respect des codes de la route sont également mis en lumière. Certains motocyclistes ou d'autres véhicules fauchés en plein virage ou en posture de déviation font également partie des causes de ces multiples accidents. Chacun est pressé et manque aussi de respect. Il faudrait que le Tchadien dans l'ensemble puisse comprendre le sens vraiment donc, n'est-ce pas, de la vie humaine. Sinon, je crois qu'on est en train de se décimer pour rien. Le Tchadien, c'est quelqu'un impatient, c'est quelqu'un intolérant et c'est aussi un provocateur. Et c'est ce qui fait que les accidents sont récurrents et sans que la prise de conscience personnelle ne soit, ces cas ne peuvent donc, n'est-ce pas, s'arrêter. Les camions-bennes ne doivent pas être des engins de mort. Ils sont nécessaires, mais leur usage doit être encadré. Les autorités, les entreprises de transport, les conducteurs et les citoyens ont tous un rôle à jouer, car derrière chaque accident, il y a une histoire et une douleur. Tout à fait, Joséphine, merci. Cultiver et consommer pour ses nombreux avantages nutritionnels, la culture de patates à Doba est faite aussi en lien avec une habitude alimentaire de la communauté locale. Au début de cette campagne agricole, l'on peut constater l'attachement de la population à la culture de patates. Fierté Ouattara, notre correspondante sur place à Doba, a fait un tour dans les différents quartiers de cette ville. Voici son reportage. Autrefois cultivée pour la consommation familiale est devenue une habitude alimentaire. Chaque année, on peut observer la culture de la patate dans des petits espaces tout autour des maisons ou encore dans les grands espaces ou champs. Entre pères de famille, commerçants, élèves et étudiants, les raisons de la culture sont bien diversifiées. Faire de la patate pour moi a de nombreux avantages. Tout d'abord, les revenus de la vente serviront pour les inscriptions des enfants et les patates de nourriture. En ayant les patates à la maison, les enfants peuvent manger avant d'aller à l'école, de retour ou même emporter quelques-unes pour manger pendant la récréation. Le séché de la patate peut servir de farine pour la boule, donc c'est sur tous les axes. Pour trouver 100 francs à manger, à acheter des patates à manger, c'est pas facile. Donc c'est pour cela que j'ai décidé de labourer cette année pour voir est-ce que c'est mieux. Le jour où je serai un peu coincé, et puis il y a la possibilité de pouvoir vendre, je peux enlever un peu pour vendre aussi. Je fais des patates pour des enfants d'abord. C'est à la période. On a problème de denrées aussi à partir de septembre, octobre là. Il y aura toujours carence de denrées alimentaires, donc je fais ça pour nourrir ma famille. Cependant, afin d'accroître une bonne productivité, certains producteurs optent pour l'utilisation des engrais chimiques, ce qui dénature non seulement le goût sucré, mais ne favorise pas la conservation, nous dit l'agronome du Malais, Carneira. On voit un peu partout dans la ville ici. Les gens ils cultivent beaucoup de patates. Les engrais qu'il faut apporter, les gens ont une préférence pour les engrais chimiques. C'est pourquoi on voit un peu partout dans la ville, les gens cultivent les patates et puis après ils apportent les NPK qu'ils mettent un peu partout sur les buts là pour améliorer le rendement des patates. Malheureusement, en faisant cela, quand on consomme les patates au niveau de la ville de Doba, on constate que les patates ont perdu leur goût sucré.
Si les producteurs désirent avoir une bonne rentabilité financière, insiste l'agronome, ils doivent utiliser des engrais organiques, ce qui favoriserait la conservation sur une longue période et permettra de vendre au bon moment pour générer des bons profits. Produire en grande quantité, oui, mais conserver plus longtemps pour avoir un bon profit est aussi mieux. C'est pourquoi les producteurs sont appelés à faire une culture intelligente. Fierté Ouattara, notre correspondante sur place à Doba dans le Logone oriental. Et puis à Pala, dans le Mayokebi ouest, l'élevage porcin en milieu urbain se fait malgré les interdits, même si cette activité est une opportunité économique pour les éleveurs. La population, elle, se plaint des dommages que causent ces animaux, n'est-ce pas, Dieudonné Barnabas? En plein cœur de la ville de Pala, loin des grands élevages industriels, un homme a décidé de se faire lancer dans un défi peu commun, l'élevage porcin en milieu urbain. Sinimo Alambélé, un passionné qui a su adapter son métier aux contraintes de la ville. L'élevage de porc, c'est un élevage qui demande beaucoup d'attention. Il faut d'abord l'habitat. Quand on a l'habitat pour les porcs, c'est déjà la chose la plus essentielle. La deuxième chose, il faut la nourriture. Et la troisième chose, il faut les soins. Élever les porcs en ville n'est pas facile. Sinimo a dû innover pour concilier son activité, alimentation contrôlée, gestion des déchets et respect des normes sanitaires. Les porcs ont besoin surtout du manger. Et quant à leur nourriture, nous éprouvons beaucoup de difficultés parce qu'ils sont dans un enclos. Ils ne divaguent pas. Donc, il faut du moins se fournir soit de la provane, soit de la nourriture que nous trouvons ça et là pour qu'ils essaient du moins de se développer. Malgré les difficultés, la demande est bien présente. La viande porcine est appréciée dans la région. Et Sinimo arrive à écouler toute sa production localement. Sinimo prouve qu'avec la passion et l'organisation, l'élevage porcin en milieu urbain a sa place. Un exemple qui pourrait inspirer d'autres entrepreneurs dans la province. Sport à présent, Sport Hebdo, votre rendez-vous dominical sur votre chaîne revient sur les moments forts qui ont rythmé la scène sportive nationale et internationale. Entre performances retentissantes, chantiers structurels, mercato et distinctions inédites, cette semaine sportive s'est relevée dense et captivante. Maïdi Sadok. Point de départ de notre rétrospective, la finale explosive de la Ligue de basketball de N'Djamena. Jeudi 31 juin sur le parquet du lycée Félix Eboué. Amtok City et les Lamantais ont livré une bataille d'anthologie. Devant un public survolté, les Lamantais stratégiquement affûtés ont pris le dessus en s'imposant 51-41, s'adjugeant avec brio le trophée de la saison. L'équipe nationale du Tchad, les Sao, traverse une zone de turbulence. Absence de sélectionneurs, championnat en suspens, stade non homologué, alors que 4 rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 se profile entre septembre et octobre. L'environnement autour de la sélection nationale interpelle par son impréparation chronique. En marge de cette crise interne, le président de la Fédération tchadienne de football association, Taïrouli Hassan, s'est rendu à Rabat sur invitation officielle de la FIFA. Il a pris part à l'inauguration du siège régional de la FIFA pour l'Afrique en présence de Gianni Infantino et assisté à la finale de la CAN féminine Maroc-Nigeria. Ce déplacement témoigne d'un engagement visible de la Fédération tchadienne de football association à tisser des alliances stratégiques pour le redressement du football tchadien. Sur le plan technique, la direction technique nationale de la Fédération tchadienne de football association a lancé depuis le 29 juillet l'élaboration des contenus pédagogiques pour les licences CAF, C, B et A. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la future signature de la convention CAF Coaching, une étape capitale pour la montée en compétences des encadreurs tchadiens. Les sports lui vient des bancs de l'école. OG Afrique
africain des sports scolaires à Alger, les représentants tchadiens en gymnastique ont raflé 7 médailles, dont 4 en or. Le comité olympique et sportif tchadien a salué cette course féminine qui réaffirme le potentiel sportif national en devenir. Depuis Dakar, au centre de développement de l'athlétisme africain, la jeune sprinteuse tchadienne Esther Mayadjim a réalisé un chrono promoteur de 56,87 secondes, lui assurant une place en finale de 400 mètres. Une performance à suivre de près. Dans le monde des transferts, Mamad Thiam est en passe de signer avec l'étoile sportive du Sahel, Tunisie. Ahmed Ngoyamsa, livre depuis son départ des Rosettes AF, est courtisé par Pôle FC, Ligue 2 française, et Apollon Limassol. Les frères Tiano et Franck rejoignent ENA Classio 1992 en Italie, D4. Leur évolution pourrait les mener à un retour sous les couleurs nationales. Enfin, pour sortir de l'impasse technique, la Fédération tchadienne de football association a officiellement nommé le technicien Raoul Savoy au poste de sélectionneur national, un visage connu alors que se dessine un calendrier décisif. Au Nigeria, le président Bola Tinubu a récompensé chaque joueuse de la sélection nationale féminine d'une prime exceptionnelle de $1 million après leur sacre continental lors de la CAN féminine 2025 en battant les Aigles du Carthage par 3-2, ce qui confirme leur deuxième titre. Un signal fort pour le football féminin en Afrique. En préparation pour la CHAN 2025, la Guinée et la Centrafrique ont partagé les points. Match nul à Douala. Ce tournoi se tiendra du 2 au 30 août au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Une semaine où les défis structurels côtoient les victoires de terrain où le doute se mêle à l'espoir. De N'Djamena à Alger, de Dakar à Tunisie, le sport tchadien trace son chemin entre remise en question et promesse d'un avenir plus solide. Rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau tour d'horizon sur Sport Hebdo. Voilà, c'est avec ça cette page sportive que prend fin cette édition d'information. Prochain rendez-vous 19h30 avec Milamem Firmin. Pour la grande édition, quant à moi, je vous dis demain 13h pile, Inch'Allah. Bon dimanche à toutes et à tous.